Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question. Faut-il investir sur un ETF Nasdaq 100 ou est-il préférable d'investir sur un ETF S&P 500? Je vais répondre aussi à une autre question. Si jamais on a déjà un ETF S&P 500, est-ce que ça vaut la peine d'investir sur un ETF Nasdaq 100? Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais faite où je comparais les ETF S&P 500 et les ETF MSCI World. Vous m'avez demandé de faire la même comparaison avec le Nasdaq 100. Eh bien, la voici. On va comparer sous tous les angles, à savoir la composition des ETF S&P 500 par rapport au Nasdaq 100, les performances, la volatilité, mais aussi les overlaps et les corrélations. Voilà, alors c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est au niveau composition? Qu'est-ce qu'il y a dans un ETF Nasdaq 100? Bien, dans un ETF Nasdaq 100, il y a les 100 plus grosses entreprises qui sont cotées au Nasdaq. Qu'est-ce que le Nasdaq? Le Nasdaq est l'un des marchés actions les plus gros aux États-Unis, les deux plus gros étant NYSE Euronext. NYSE, c'est le New York Stock Exchange qui a fusionné avec Euronext. Donc NYSE Euronext, c'est le plus gros marché actions aux États-Unis. Il existe depuis très longtemps, depuis 1790. Voilà, il y a 8000 actions qui sont cotées dessus. Et le Nasdaq est beaucoup plus récent, il existe depuis 1971. Et on va retrouver principalement, mais pas seulement, les valeurs technologiques, c'est-à-dire Google, Microsoft, Apple et compagnie. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la réputation du Nasdaq 100, eh bien, voilà, on a en tête que les valeurs technologiques sont cotées au Nasdaq. Donc quand on parle de l'indice Nasdaq ou du marché Nasdaq, on a en référence les valeurs technologiques qui sont cotées dessus, alors qu'elles ne sont pas cotées sur le NYSE. Alors, ceci étant dit, si on compare la composition donc, du S&P 500 et du Nasdaq 100, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses capitalisations aux États-Unis. En réalité, au moment où je fais cette vidéo, il y a 504 constituants qui sont dans le S&P 500. Donc, c'est un indice qui est sur un secteur géographique, c'est-à-dire le secteur États-Unis. Alors que le Nasdaq 100, on est uniquement sur le marché Nasdaq, qui est un marché aux États-Unis, qui est certes un gros marché, certes un marché sur lequel est coté, je crois, à peu près 4000 entreprises, dont quasiment toutes les grosses valeurs technologiques, mais ça reste un marché aux États-Unis, donc on n'a pas la totalité du marché américain, on n'a pas toutes les entreprises qui sont cotées par exemple sur NYSE Euronext. Voilà, donc ça, c'était pour la composition. Et puis, regardons quand même que, voilà, d'un côté, on a 500 composants, 500 actions. De l'autre côté, on n'a que 100. Donc, il est plus petit en termes de... il y a moins d'actions, il y a moins d'entreprises à l'intérieur. Maintenant, si on regarde la performance, donc là, j'ai pris sur ce graphique, j'ai pris des ETF qui sont disponibles en Europe, si vous êtes en Europe. Donc il y a le SP5C, donc en vert, c'est le S&P 500 et en rouge, c'est le Nasdaq 100. Deux ETF qui sont à dividendes capitalisés sur ce graphique. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, ces deux ETF n'existent pas depuis très très longtemps. J'ai le graphique depuis 2015, bon c'est pas mal quand même. Ce qu'on observe, c'est que la courbe rouge est quasiment systématiquement au-dessus de la courbe verte, c'est-à-dire que le Nasdaq 100 semble surperformer, enfin c'est même plus que semble, hein, il surperforme le S&P 500 très largement d'ailleurs, et puis encore plus depuis 2020. Depuis 2020, on a vraiment une augmentation de la divergence entre les courbes. Vous voyez que vraiment il s'envole, et puis il semble aussi être plus volatile. On va aller voir ça un petit peu après. Néanmoins, on voit quand même que globalement la courbe a à peu près, voilà, c'est à peu près le même shape au niveau de la courbe. Voilà, maintenant. Ça, c'est depuis 2015. Maintenant, si je regarde sur une plus longue période, donc là, j'ai affiché depuis 1997-98. Donc en vert, on a le S&P 500. Ça, ce sont des ETF qui sont aux États-Unis. Vous n'y avez peut-être pas accès. C'est l'ETF SPY. Et vous avez en rouge le Nasdaq 100 qui est l'ETF QQQ. Voilà, donc en rouge, Nasdaq 100. Et alors là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une
différence significative. Alors sur ces deux ETF ici sont à dividendes distribués. Vous avez les DDDDD ici en bas, donc dividendes distribués. Et là, on observe une très grosse différence. Alors c'est assez intéressant de voir que durant la bulle Internet que vous voyez ici, vous voyez que le Nasdaq 100 a explosé en fait le S&P 500. Vous voyez. Et puis il a explosé, mais il s'est explosé en vol. Vous voyez qu'il repasse en dessous de la courbe verte quand la bulle Internet a explosé. Voilà. Et le S&P 500 était au-delà pendant un bon bout de temps. Et puis depuis les années 2010, le Nasdaq 100 est repassé au-dessus et on voit une divergence très importante maintenant entre les deux. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des performances, ça va dépendre. Ça va dépendre beaucoup de ce que font les valeurs technologiques puisque le Nasdaq est plus exposé que le S&P 500 aux valeurs technologiques. C'était d'ailleurs l'inverse, vous vous souvenez, par rapport au MSCI World qui était moins exposé aux valeurs technologiques que le S&P 500. Et bien là, c'est le contraire. Le Nasdaq 100, ce sont les valeurs technologiques puisqu'elles sont cotées sur ce marché. Alors, ça, c'est juste une intuition. Visuellement, c'est ce qu'on voit sur le graphique. Maintenant, on va aller voir les overlaps. Alors, les overlaps, c'est quoi? Eh bien, on se pose la question, combien d'actions qui sont dans les ETF Nasdaq 100 sont aussi dans les ETF S&P 500 et vice-versa. Et là, on se rend compte que sur les 100 actions qui sont dans le Nasdaq 100, 82 sont présentes aussi dans le S&P 500. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 18 qui ne sont pas présentes dans le S&P 500. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, si on regarde, ça c'est l'overlap pour le nombre d'entreprises. Maintenant, si on regarde les overlaps par pondération, on se rend compte qu'il y a 42% qui sont similaires entre le Nasdaq 100 et le S&P 500. Ceci étant dit, on peut aller regarder un petit peu les pondérations des des composants les plus importants dans ces indices. On va retrouver, vous voyez, toutes les valeurs technologiques sont là. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, ça c'est Google, Meta, ça c'est Facebook, Tesla, Pepsi, etc. Et quand on regarde ici les pondérations, en fait, on comprend ce qui se passe. Vous voyez ici, par exemple, donc QQQ, c'est le Nasdaq 100. Vous voyez qu'on a, par exemple, 11% de Apple, alors que dans le S&P 500, on va avoir seulement 7% de Apple. Même chose pour Microsoft, 9,5% dans le Nasdaq 100, alors qu'on va avoir seulement 6,4% pour le S&P 500. Et ça va être exactement la même chose. Donc on a une surpondération en fait, des valeurs technologiques dans le Nasdaq 100. Voilà. Alors, grosse différence aussi au niveau des secteurs. Alors au niveau des secteurs, on voit que ici, vous voyez, on va partir du bas. Le S&P 500, en fait, il est moins exposé aux valeurs technologiques, on avait compris, mais à quelle hauteur? Moins 20% d'exposition au secteur technologique. De même pour les secteurs des services de télécommunication, donc on voit moins 6,9, donc moins 7, plus moins 20, on est à moins 27 concernant les valeurs tech. Donc il est juste moins exposé à ce secteur. Et il est plus exposé, le S&P 500 est plus exposé au secteur financier, au secteur de la santé, industrielle, énergie. Voilà, immobilier. Donc voilà, donc ça c'est une grosse différence sectorielle. Donc là on a vu les overlaps. On va aller voir maintenant la corrélation. C'est-à-dire que bien qu'il y ait des différences entre les deux, est-ce qu'au niveau corrélation, comment ça se reflète? Au niveau des corrélations, on se souvient que le MSCI World et le S&P 500 étaient extrêmement corrélés. On montait parfois à des corrélations 98-99%, donc c'était juste hallucinant, ils étaient vraiment interchangeables. Les corrélations entre les ETF Nasdaq 100 et les ETF S&P 500 sont très importantes, mais moins importantes que celles qu'on avait observées entre le MSCI World et le S&P 500. Alors très importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où je fais cette vidéo, on a une corrélation qui est tout de même de 0,92. 0,92, c'est corrélation extrêmement forte
entre les deux. Ça descend depuis 2004. Le minimum qu'on a eu au niveau de la corrélation, c'était 0,80. Ça veut dire que ça reste extrêmement corrélé. C'est pas totalement interchangeable, mais tout de même, voilà, ça suit quand même à peu près la même chose. On va aller voir maintenant la volatilité, qui est la première mesure de risque. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'entre le S&P 500 et le MSCI World, il y avait un niveau de volatilité qui était très similaire, donc il y avait une très forte corrélation et une volatilité très similaire. Eh bien là, ce n'est pas le cas. On a une volatilité qui est beaucoup plus importante pour le Nasdaq 100. On l'avait observé dans les fluctuations, vous voyez, au niveau des fluctuations, on le voyait vraiment bien sur la bulle Internet, que ça soit à la hausse, ça avait explosé à la hausse beaucoup plus, vous voyez, le rouge explose beaucoup plus que le vert, et quand la bulle a éclaté, on voit que le rouge repasse en négatif de façon beaucoup plus, il y a plus de fluctuations. Donc là, on observe vraiment ça. On a en vert ici donc la volatilité depuis 2021, depuis 3 ans. Voilà. Donc on a en vert la volatilité de S&P 500. Alors normalement, on a une volatilité qui est autour de 15%. Là, on est un petit peu moins. On doit être à 11-12%. Par contre, ça c'est sur le S&P 500, alors qu'au même moment, donc au moment où je fais cette vidéo, le Nasdaq 100 a une volatilité qui frôle les 18%, donc c'est quand même très différent. On voit que systématiquement, là pour le coup, presque systématiquement, allez, il y a quelques cas où il y a eu où la bleue repasse en dessous de la verte, mais sinon on est toujours au-dessus, donc c'est plus volatile, donc c'est plus risqué d'avoir un ETF. Sur le Nasdaq 100, ça peut monter même, vous voyez ici, jusqu'à des volatilités de 45%, peut-être plus de 45%. Mais sinon, en moyenne, on risque d'être, on est autour de 25-28%, avec quand même des variations de la volatilité. C'est-à-dire que si on dérive à l'ordre 2, je pense qu'il y aurait aussi des surprises entre le S&P 500 et le Nasdaq 100. Voilà, donc là, on est bon. Alors, reste que si l'on souhaite investir sur le Nasdaq 100, eh bien, il va falloir choisir un ETF, choisir parmi une liste qui est beaucoup plus petite que la liste qu'on avait sur le S&P 500, qui est en fait l'indice le plus suivi aux États-Unis. Donc, il y a plus d'ETF, donc il y a plus de concurrence, et donc les frais sont beaucoup plus faibles sur le S&P 500, sur les ETF S&P 500 que sur les ETF Nasdaq 100. On se souvient qu'on avait au minimum, on arrivait sur du 0,05% de frais de gestion annuels sur les S&P 500. On avait plusieurs ETF qui étaient à 0,07. Allez voir ma vidéo sur les ETF S&P 500. Qu'en est-il des ETF Nasdaq 100 ? Eh bien là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'on a des frais qui sont prohibitifs par rapport, alors prohibitifs, ils restent extrêmement faibles par rapport à des OPCVM, c'est-à-dire des fonds communs de placement ou des SICAV qui investiraient qui feraient du stock picking, etc. Mais on est sur des frais qui sont beaucoup plus élevés que les ETF S&P 500. Vous voyez ici, on a du 0,20%, 0,23%, 0,30%, 0,14%. Il faut bien comprendre que 0,14%, qui est, je pense, le plus faible frais de gestion sur un ETF Nasdaq 100, 0,14%, ça reste 2 fois en fait les frais de gestion sur un ETF classique S&P 500 qui était à 0,07%. Donc, et ça, c'est vraiment le plus faible. C'est-à-dire que le plus faible est au moins 2 fois supérieur, enfin les frais sont 2 fois supérieurs à ce qu'on avait sur un ETF S&P 500. Mais ça, c'est le plus faible. Hein. Le plus élevé, on est à 0,30. Là, je vois du 0,30. C'est vraiment très élevé. Hein. 0,30. Vous imaginez, vous prenez un ETF 0,05% sur le S&P 500 et 0,30%, c'est-à-dire c'est 6 fois plus élevé. C'est-à-dire 6 années de frais. Ça compte, hein. Donc voilà, conclusion.
Conclusion, mettez en commentaire les conclusions, ou venez sur le club en discuter. On est plus de 1570 maintenant à discuter de tous les types d'investissements dont je parle sur cette chaîne. Pour moi, honnêtement, je reste fidèle à mes ETF S&P 500 pour investir sur les États-Unis. Ce que j'aime en fait, ce que j'aime moins en fait sur les ETF Nasdaq 100, même si c'est le fait qu'on soit restreint en fait à un marché. C'est-à-dire demain le Nasdaq, je sais pas, il y a une entreprise qui sort du Nasdaq et qui va aller coter sur un autre marché, et nécessairement en fait je serai plus exposé à cette entreprise. Voilà. Alors on ne sait pas si ça va arriver, peut-être ça n'arrivera jamais, mais le fait d'être sur le S&P 500, on est vraiment sur tous les États-Unis. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que les valeurs technologiques sortent des États-Unis pour que je ne sois plus exposé aux valeurs technologiques américaines. Parce que moi, mon objectif principal pour lequel j'investis sur le S&P 500, c'est être exposé aux valeurs technologiques qui sont pour moi l'innovation. C'est ça qui va tirer la croissance, qui tire la croissance et c'est l'avenir, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai investi dessus. Donc la question fait sens parce que aujourd'hui la question fait sens parce que les valeurs technologiques sont sur le Nasdaq. Néanmoins, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est un indice qui reste quand même plus volatile et plus risqué parce qu'il est plus exposé aux valeurs technologiques. Et j'aime bien aussi avoir d'autres sociétés qui sont des gros mastodontes aux États-Unis qui vont pas être dans le Nasdaq 100. Plus le Nasdaq 100 est plus petit parce qu'il n'a que 100 composants. Donc et plus les frais qui sont prohibitifs, comparé aux ETF S&P 500 qui ont des frais de gestion ridicules, les plus petits au monde en fait. Il n'y a pas d'ETF, il n'y a pas d'indice sur lequel il y a des ETF pour lesquels il y a des frais aussi faibles que sur le S&P 500. Vous vous rendez compte ? 0,05. Et ça, ce sont les ETF qui sont présents en Europe. Je crois qu'aux États-Unis, j'ai des frais qui sont encore plus faibles que ça. Je crois que j'ai du 0,03 ou quelque chose comme ça. Bientôt, ça sera gratuit. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez avoir un avis différent, vous mettez en commentaire ou venez sur le club. Si vous voulez en savoir plus, si vous débutez dans le monde des ETF, de l'investissement action, DCA et compagnie, que vous voulez, il y a une formation en ligne qui s'appelle MPPM, c'est pour les débutants, ça vous met à jour très rapidement. Et il y a aussi du coaching si vous voulez avoir plus d'informations sur les ETF, etc. Vous retrouverez tout ça sur le site objectif-renta.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.